Je vous propose de commencer. Une cordiale bienvenue, messieurs, mesdames, chères personnes intéressées par la protection contre le bruit, à ce webinaire sur les radars sonores. Je m'appelle Gabriela Sutter, je suis présidente de la Ligue suisse contre le bruit et conseillère nationale et vais me charger de la modération de la journée d'aujourd'hui. Merci de participer à la réunion. La plupart d'entre vous savent déjà le bruit est un risque pour la santé. Une exposition trop forte au bruit crée différents problèmes de santé, que ce soit des problèmes psychiques que des problèmes de circulation sanguine, cardiovasculaire, etc. Donc c'est bien plus que quelque chose qui est gênant, mais ça a eu un impact direct sur les performances cognitives, notamment des enfants en âge scolaire, et sur la santé des personnes. La Ligue suisse contre le bruit s'engage euh, pour défendre les victimes du bruit. Nous effectuons des campagnes de sensibilisation et sommes présents activement dans le débat politique. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont déjà adhéré à la Ligue suisse contre le bruit et qui nous soutiennent. Et j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de notre association de vous joindre à nous. Mais rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de radars sonores. Ce sont des appareils qui ressemblent un peu à des radars qui mesurent la vitesse, mais au lieu de capter la vitesse des véhicules, ils captent le bruit émis par des véhicules particulièrement bruyants. Ils filtrent ce bruit, le reconnaissent, le saisissent et effectuent une photo. Ce qui permet de donner des amendes à ces conducteurs. Ces radars sont déjà mis en application ou en phase test dans différents pays. Et je me réjouis de présenter Sophie Heun, chef de section bruit routier à l'Office fédéral de l'environnement, et va nous parler d'un projet pilote effectué à Genève. Jean-Marc Wunderli, chef de laboratoire acoustique et réduction du bruit à l'EMPA, et Michael Schibler, chef de service circulation à la police cantonale d'Argovie. Une cordiale bienvenue à nos référents et référentes. Et je passe directement la parole à Sophie Heun, qui va nous parler des résultats d'un projet pilote à Genève. Mais avant qu'elle commence, j'ai encore une petite remarque. Vous voyez un bouton tout en bas de votre écran qui s'appelle Q et R, c'est-à-dire questions et réponses. En utilisant ce chat Q et R, vous pouvez poser vos questions directement aux intervenants et on essayera de sélectionner quelques questions pour y répondre encore dans le cadre du webinaire. Nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais j'espère pouvoir quand même répondre à certaines d'entre elles. Je passe la parole à Sophie Hune. Merci beaucoup, Gabriella. Bonjour à tout le monde et un grand merci à la Ligue contre le bruit pour cette invitation.
Je vais présenter aujourd'hui certains résultats. Ce sont actuellement des résultats intermédiaires, ce ne sont pas encore des résultats définitifs, j'aimerais dire ça initialement, mais ça nous a déjà permis d'apprendre beaucoup de choses grâce à ce projet pilote effectué à Genève. Je suis responsable de la section bruit routier à l'OFEV. Donc, les radars sonores, quelques images pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et peut-être juste une petite remarque par rapport à la différence entre les radars pédagogiques et les radars sonores. Les radars pédagogiques ne sont pas aussi précis que les radars sonores et le radar sonore a encore d'autres fonctions dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons tester à Genève un appareil de bruit parif. C'est un appareil qui s'appelle Hydre. Et la ville de Genève a exprimé le souhait politique de tester ce type d'appareil. Nos questions principales étaient comment fonctionne un appareil tel que Hydre et est-ce que ça représente effectivement une aide sur le terrain pour le travail de la police. Le projet pilote a été effectué dans différents emplacements à Genève. Nous avons trouvé 4 emplacements propices pour ce type de mesure. Ce sont 2 fois des emplacements en zone 30, une fois en zone 50 et une fois avec une limitation à 60 km/h. Vous voyez sur la carte où se trouvent ces emplacements où ont été effectuées les mesures. Le premier emplacement se situe à la rue de Lyon. Il y a une limitation à 50 km/h avec 18 000 voitures, une moyenne de voitures journalières de 18 000 voitures. Deuxième emplacement se trouvait à la rue Jean-Jacques Rigaud à Chêne-Bougerie, donc une zone 30. Nous avons malgré tout le trafic journalier moyen de 10 000 véhicules par jour et nous avons placé le radar 11 jours. Ensuite, à Vernier, avenue de l'Ain, avec une limitation à 60 km/h. Et nous avons un trafic journalier moyen de près de 40 000 voitures, 40 000 véhicules, pardon. Et ensuite, Plan-les-Voies, dernière mesure au chemin de la Mervoie sur une zone 30, avec une moyenne de 2000 véhicules par jour et nous avons fait des mesures pendant 15 jours. Comment fonctionne ce radar? C'est assez intéressant au niveau acoustique. Il y a un système qui s'appelle Méduse, un système qui combine 4 microphones qui enregistrent le bruit dans les différentes dimensions, donc en 3 dimensions. Et ça a été rapetissi au sein de ces modules Hydre et ça détermine le niveau sonore, la direction et la distance par rapport à la source de bruit. Une antenne transmet ces données sous forme cryptée pour qu'elles ne puissent pas être lues. Ensuite, latéralement, il y a 2 caméras haute résolution qui sont placées et qui permettent une saisie automatisée
des plaques d'immatriculation. Et tout en bas, il y a encore une caméra grand angle de 180 degrés qui permet de faire des photos du pic sonore. Les données enregistrées sont les suivantes. D'une part, la date et l'heure. Ensuite, il y a une vidéo avec un enregistrement sonore. Les catégories de véhicules sont reconnues. Il y a une photo des véhicules de devant et de derrière, l'identification du numéro d'immatriculation, la vitesse indicative, ainsi que le pic sonore qui est mesuré en Lmax. Ensuite, la distance lors du pic sonore. Et tout cela est normé et normalisé car ces données doivent être comparables. Voici à quoi ressemblent ces données. Donc ça, vous avez une voiture test. Et je crois que la personne qui a effectué le test est parmi nous aujourd'hui. Et elle a testé également le klaxon pour voir si le radar reconnaissait cela. En haut, vous voyez le véhicule. Au-dessous, une photo de l'arrière du véhicule. Ensuite, la valeur LA max sur la distance correspondante et la plaque d'immatriculation qui est également reconnaissable. Ensuite, il y a une information concernant le type de véhicule. Ici, c'était une voiture Mobility. Pour avoir une impression du mode de fonctionnement de cet appareil hydre et vérifier la plausibilité des données mesurées, un des bureaux mandatés a dû prendre des mesures tests pour avoir des données de comparaison. Donc ça a été organisé par le canton de Genève pour qu'on ait ces mesures de contrôle de tous les paramètres. La police de Genève est également sur le terrain pour effectuer avec le laser des contrôles de vitesse. Donc, nous avons pu utiliser des contrôles de la vitesse officielle. Nous avons voulu contrôler 5 hypothèses. D'une part, savoir si c'était possible d'avoir un même seuil pour différentes situations et différents types de véhicules. Savoir si les véhicules trop bruyants étaient reconnus et identifiés. Est-ce que le système reconnaît systématiquement de manière erronée une certaine catégorie de véhicules? Est-ce que les plaques d'immatriculation sont lisibles? Et est-ce que le système entraîne véritablement une économie des ressources policières? Au niveau des mesures, nous avons pu constater que les mesures Lmax en champ libre, ce qui devrait être la référence, donc c'est au maximum, c'était 2,3 décibels au-dessus de hydre, ce qui n'était pas vraiment une surprise. Ce sont des données normales pour une mesure en champ libre. Au total, nous avons eu 630 000 passages, ce qui est beaucoup dans le nombre de jours de calcul, dont 7 271 véhicules qui dépassaient la valeur seuil que nous avons fixée. Voici à quoi ressemblent les données, juste pour vous donner un peu
une idée avec ces petites croix. Donc, on voit certains pics de bruit. Notamment la rue de Lyon avec une limitation à 50 km/h. Nous avions placé le seuil de bruit à 80 décibels. Or, avec 80 décibels, nous avons 0,9% des véhicules qui dépassent le seuil. Si on remonte la valeur seuil, pardon, bien sûr, le nombre de véhicules trop bruyants diminue. Vous le voyez en bas à droite de votre écran. Alors, vous voyez qu'avec 295 000 passages, 99% des véhicules n'activent pas le radar sonore. Seul un petit nombre de véhicules sont trop bruyants. Si l'on regarde les résultats par catégorie de véhicules et par emplacement, pour une valeur seuil de 80 décibels, nous voyons qu'à la rue de Lyon, parmi l'ensemble des véhicules motorisés, trop bruyants, nous voyons qu'une grosse majorité sont les deux roues, vélomoteurs, motos, qui représentent 78% des véhicules trop bruyants. Les voitures, c'est la part de gâteau en bleu, 10%, les bus 1% et les camions 11%. À la route Jean-Jacques Rigaud, zone 30, un peu moins de motos ou de deux roues avec 55%, un peu plus de bus, enfin nettement plus de bus avec 16% et 20% de camions. Pour l'avenue de l'Ain, une limitation à 60 km/h. On a de nouveau plus de 60% de deux roues, 22% de voitures, 2% de bus et 14% de camions. Pour le chemin de la Mervoie, nous avons eu très peu de véhicules trop bruyants. Ça ne nous permet pas vraiment d'avoir des données pertinentes. Donc, je vous propose de ne pas considérer cet emplacement. Je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons été surpris par les résultats à la route Jean-Jacques Rigaud parce que nous avons vu qu'avec la valeur seuil de 77 décibels pour une zone 30, nous avons constaté que les bus étaient trop bruyants. Or, l'idée n'est pas qu'une catégorie soit représentée de façon surproportionnelle, surtout si ce sont des transports publics. Donc nous avons regardé ça plus en détail, c'est ce que vous voyez à l'écran. De gauche à droite, si nous passons à 80 décibels pour le seuil, nous voyons déjà une diminution des bus à un seuil de 82 décibels, encore un peu moins. Et si nous avions une valeur seuil de 82 décibels, nous aurions pratiquement plus de bus. Donc ça nous montre que l'appareil nous permet, en adaptant la valeur seuil, ça nous permet de bien voir dans quelle fourchette de bruit se situe un véhicule considéré
comme trop bruyant. Et on peut à ce moment-là également dire si c'est un bus, donc si c'est un transport public, il n'y aura pas d'amende. Ça permet d'éviter d'avoir des amendes qui sont envoyées euh, au transport public, par exemple. Bien sûr qu'il y a la possibilité que deux véhicules passent simultanément devant la caméra. Est-ce que l'appareil reconnaît quel appareil est trop bruyant? Or, comme vous le voyez à l'écran, on voit quel est le véhicule le plus bruyant. Voilà. Ici, on a une voiture de police avec la sirène, hein. Donc, on voit à ce moment-là clairement que c'est une voiture de police. Et bien sûr qu'on ne va pas envoyer dans ce cas-là une amende à la police, de même par rapport aux voitures de pompiers ou aux ambulances. Je reviens à mes hypothèses. La première hypothèse, c'était est-ce qu'on arrive à avoir un même valeur seuil pour différentes situations? Or, on ne remarque pas de différence systématique entre les situations. Il y a une valeur seuil qui fonctionne aussi bien pour les différents types de véhicules que pour les différentes situations par rapport à la limitation de vitesse. Ensuite, deuxième question, c'était est-ce qu'on reconnaît les véhicules trop bruyants? Est-ce qu'on peut les identifier? La réponse est oui. On reconnaît clairement le véhicule le plus bruyant, même s'il y en a plusieurs qui passent simultanément. Et l'enregistrement permet un contrôle ultérieur. Ensuite, est-ce qu'il y a par erreur un, une catégorie de véhicules qui est surreprésentée ou qui n'est pas reconnue correctement? Ce n'est pas le cas. Toutes les catégories de véhicules sont reconnues correctement et en cas de doute, on peut toujours effectuer un contrôle à l'aide de l'enregistrement. Par exemple, si c'est un tracteur, à ce moment-là, on peut voir la personne conduit normalement, mais c'est un véhicule bruyant. Et les plaques d'immatriculation sont clairement reconnaissables et il y a toujours la possibilité d'avoir un contrôle ultérieur. Ensuite, par rapport aux ressources nécessaires, ce qui est donc on peut répondre par un oui à la question est-ce que le système permet une économie des ressources? La police de Genève nous a dit qu'un contrôle ultérieur serait toujours encore nécessaire. Dans ce cas-là, 6,7% des véhicules ou des mesures ont dû être recontrôlés. Donc on est à 6,7% avec une valeur seuil de 82 décibels. Mais avec le radar, on peut environ contrôler environ 10 000 véhicules par jour, alors qu'actuellement, la police estime qu'elle peut contrôler environ 125 véhicules par jour avec 10 à 20 policiers. Donc, dans ce sens-là, on arrive à économiser les ressources. Il n'y a plus que le contrôle ultérieur à effectuer. Bien, j'arrive à la fin de ces résultats de ce projet pilote mené à Genève et je suis ouverte à vos questions ou à des discussions.
Merci beaucoup, Sophie Heun, pour ces résultats de tests extrêmement intéressants. Nous sommes heureux aussi de voir le nombre de questions qui ont été posées. Peut-être qu'on peut y répondre à la fin du webinaire et passer directement maintenant à Jean-Marc Wunderli. Nous avons entendu qu'il y a seulement très peu de véhicules qui génèrent des pics de bruit. Or, ce bruit est un peu gênant, un peu embêtant, mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce que vraiment ça a des répercussions sur la santé? Oui, merci beaucoup. Je vais voir si je peux répondre à votre question. Je vais partager mon écran avec vous. Je pense que vous voyez mon écran. Je m'excuse, malheureusement, je n'ai pas de traduction française de ma présentation comme Sophie l'a fait. Donc, je vais vous montrer des résultats par rapport aux répercussions sur la santé de véhicules individuels excessivement bruyants. Ces résultats viennent d'une étude que nous avons effectuée sur le mandat de l'OFEV, de l'Office fédéral de l'environnement. Et nous avons, enfin, un des points de la question, c'était, vous le voyez sous le point 5, c'était de savoir si le bruit de certains véhicules routiers avait des effets négatifs sur l'être humain et si oui, lesquels et dans quelle mesure. Donc, nous avons d'une part voulu répondre à cette question et d'autre part également à la question de savoir s'il existe des indications ou des recommandations concernant une valeur seuil. Nous allons regarder d'une part les répercussions sur la santé lorsqu'on est réveillé et ensuite pendant le sommeil. En état de veille, on voit que le L max, donc la valeur maximale, qu'il y a une gêne momentanée qui augmente avec le niveau sonore, ce qui est relativement logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas seulement une augmentation de la gêne, de ce qui dérange, pas le bruit, mais on remarque également une réaction physiologique. Par exemple, la modification de la conductivité de la peau, ce qui montre une réaction de stress. On remarque également que les motos sont particulièrement gênantes. C'est probablement lié au type de bruit. Mais c'est également intimement lié au style de conduite, car les fortes accélérations augmentent le facteur de gêne et de dérangement produit. En revanche, on ne peut pas voir s'il y a un seuil naturel identifiable. Bien sûr que plus le bruit sera fort, plus la réaction sera également marquée, mais il n'y a pas de seuil naturel qui semble identifiable. Ensuite, si on regarde les événements bruyants dans le trafic global, il y a peu d'études là-dessus, mais on voit que les événements bruyants isolés, en particulier les motos, contribuent de manière au fait surénergique à la perception de la nuisance.
Donc ces bruits d'accélération, par exemple, sont surreprésentés ou sont perçus de manière beaucoup plus forte. Ensuite, si l'on regarde la même chose pendant le sommeil, là aussi, le niveau du bruit a un effet direct sur l'effet de gêne qui est provoqué. La probabilité de se réveiller ou de changer de phase de sommeil, on voit ça sur les graphiques de droite. Donc en haut, le réveil et au-dessous, le graphique B sont les changements de phase de sommeil. Ça augmente également avec le niveau sonore. Nous avons fait des analyses pour le bruit aérien, le bruit routier et le bruit ferroviaire. Là également, pas de seuil naturel identifiable. Et lorsqu'on regarde ces événements bruyants dans le graphique global, on voit également que les événements isolés bruyants contribuent de manière disproportionnée à la gêne et au réveil. Et il y a une analogie avec le bruit aérien où on a essayé de limiter à 1 la probabilité de réveil cumulé au cours de la nuit. En résumé, on peut dire que les données sont relativement peu nombreuses. Il y a peu d'études scientifiques sur les effets d'événements bruyants isolés par rapport aux expositions sur le long terme également. Parce que l'accent sur ces études sont avant tout sur le long terme, mais pas sur les effets isolés. Excusez-moi, il y a eu un problème de traduction. Il n'y a pas non plus d'études par rapport à un seuil naturel identifiable. En revanche, il y a des preuves d'effets négatifs aigus des événements bruyants sur le corps, tant au niveau psychologique que physiologique. Donc, il y a une hypothèse plausible selon laquelle des événements isolés bruyants qui surviennent régulièrement ont un effet négatif sur la santé et le bien-être de la population. Or, nous avons remarqué aussi bien pendant la nuit que pendant la journée que ces événements bruyants isolés sont surénergétiques. Donc, c'est un argument supplémentaire en faveur d'une limitation de ces événements bruyants isolés. Donc, la valeur seuil pour le passage individuel de véhicules bruyants me semble une mesure de protection efficace et nécessaire contre le bruit approprié. J'arrive à la fin de cette étude, mais j'aimerais revenir également à une étude de l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui a eu un panel sur l'environnement et qui a regardé quels étaient les bruits les plus gênants. Il y a eu plus de 4000 participants et participantes à l'étude et on leur a demandé quel type de bruits sont le plus gênants. Et parmi une liste de 3 événements, ils ont pu choisir un des événements. Or, les fameuses voitures ou véhicules tunés sont arrivés en numéro 1, suivis de près avec 30,5% des motos. Donc, on voit le problème au sein de la population. Un autre sondage s'est intéressé aux mesures visant à limiter le bruit.
Vous voyez tout en bas que les réductions et les limitations de vitesse ne semblent pas pertinentes. En revanche, les deux mesures qui arrivent en premier, déjà à 61,2%, les personnes sont en faveur d'amende pour les personnes qui émettent un bruit euh, supplémentaire. Et je repasse la parole à Gabriela. Merci beaucoup Jean-Marc Wunderli pour ces résultats fort intéressants. Avant de revenir aux questions, on va peut-être passer à la pratique. Qu'est-ce qui se fait dans la pratique? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ces véhicules trop bruyants et qui nuisent à la santé? Après, il faut bien sûr, comme on l'a vu, il faut donner des amendes. Michael Schibler de la police cantonale d'Argovie va nous parler de la pratique et des arguments en faveur ou contre les radars acoustiques. J'espère que vous voyez ma présentation. Oui, je crois que c'est le cas. Mesdames et messieurs, je me réjouis de pouvoir intervenir aujourd'hui au nom de la police et prendre la parole par rapport justement au bruit. Chez nous, le thème du bruit se situe dans la technique de la circulation. Nous avons 4 personnes entièrement dédiées aux voitures qui ont été tunées, au tuning ou aux frimeurs bruyants, comme nous les appelons. Le bruit des véhicules dérange de plus en plus la population. J'ai constaté moi-même que depuis la pandémie, les plaintes à cause du bruit sont en augmentation. À mon avis, les mesures anti-bruit euh, sont pas toujours pertinentes parce qu'elles ne sont pas forcément efficaces à la source. En tant que contribuable, je regrette que mon argent soit utilisé pour construire des murs anti-bruit très chers, mais qu'on ne fait rien pour combattre le bruit à la source. Bien sûr que le nombre de voitures augmente. Il y a un stress dû à la densité de l'augmentation des véhicules et de la population. Il y a également une formation d'une sorte de scène de frimeurs bruyants, notamment dans le canton d'Argovie. Il y a chaque semaine des centaines de frimeurs bruyants qui se retrouvent dans certaines euh, restoroutes. Je constate également que les demandes en lien avec des réductions de la vitesse et des interdictions de circuler, notamment de deux roues, euh, ont augmenté au cours des dernières années. Je pense qu'il y a les champs d'action suivants. D'une part, le comportement des conducteurs. Le problème est souvent derrière le volant ou derrière le guidon du véhicule. Nous intervenons de
il y a de plus en plus, pardon, il y a de plus en plus d'interventions et de modifications des véhicules. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il faut également revoir les valeurs limites et les procédures de contrôle que j'aimerais qualifier d'absurdes. Les procédures d'autorisation ne sont pas efficaces et ne sont pas pertinentes, mais je crois qu'on voit un peu de lumière poindre au bout du tunnel avec des nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur d'ici la fin de l'année et qui devraient apporter des améliorations notables sur la route. Ces nouvelles procédures d'autorisation vont il y aura des mesures qui sont effectuées sur des vitesses jusqu'à 100 km/h, également dans différentes phases de conduite, que ce soit une accélération ou une phase de freinage. Et j'ai l'impression que pour la première fois, nous allons avoir des mesures pertinentes. Les sanctions en cas de nuisance sonore non nécessaire sont, à mon avis, insuffisantes. Dans le passé, on avait parfois la retrait du permis. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura à nouveau une amélioration grâce à la motion contre le moteur brouillon. Et aujourd'hui, la police ne peut pas prendre des mesures du bruit qui peuvent servir de preuve dans le trafic et nous serions heureux d'avoir la possibilité de prendre ces mesures. Actuellement, nous nous concentrons sur les contrôles techniques des véhicules parce que c'est relativement simple à prouver. Et ensuite, nous avons les contrôles de vitesse que nous effectuons sur certains tronçons. Nous avons pour l'heure encore des mauvaises expériences avec les radars sonores. L'interprète s'excuse, elle entend mal l'intervenant. Donc nous avons retiré des véhicules qui ont été modifiés ou qui ont attiré notre attention selon comment nous enlevons l'admission du véhicule à la circulation. Nous mettons l'accent sur les faits graves avec toutes les modifications qui peuvent être effectuées sur un véhicule. Nous avons la chance dans le canton d'Argovie d'être soutenus par le bureau du procureur. Régulièrement, dans notre canton, il y a nombre de véhicules qui sont retirés de la circulation et certains éléments non autorisés sont détruits. Et nous faisons également des analyses systématiques du module de commande du groupe motopropulseur, car on peut voir sur ce module s'il y a certains logiciels qui ont été mis en place pour que le véhicule soit plus bruyant. Par exemple, ces modifications au niveau des clapets d'échappement qui peuvent être manipulés pour que le véhicule soit plus bruyant
que nécessaire. Notre groupe spécialisé traite entre 150 et 200 véhicules par année. Au cours des derniers temps, nous avons pu intercepter ce type d'appareils. Donc, ce sont des appareils qui ont une influence directe sur le moteur et font que le moteur effectue davantage de bruit. Ce sont des appareils qui coûtent entre 2000 voire 3000 francs. Et ici, un exemple du canton d'Argovie. Nous avons des amendes comprises qui peut monter jusqu'à 10 000 francs. Et en jaune, en bas, ce qui est important, il faut savoir que tous les objets confisqués peuvent être mis hors usage et détruits. C'est l'article 69 du Code pénal. Donc pour les interventions illégales et les modifications apportées aux véhicules dans le but de générer du bruit, ça c'est quelque chose que nous pouvons détecter relativement facilement. En revanche, le mode de conduite, ça c'est un grand défi pour nous parce qu'il y a des conducteurs qui conduisent un véhicule qui est tout à fait autorisé, mais leur style de conduite, donc le comportement des conducteurs et conductrices n'est pas correct. Si à l'avenir nous devrions utiliser des radars sonores, il faudrait éventuellement clarifier certains points. Par exemple, l'ordonnance sur les contrôles des routes, l'OCCR. Il faut redéfinir les compétences de la police. Et les, euh, tous les appareils de mesure que nous utilisons doivent être standardisés ou avoir été contrôlés par l'Office fédéral de la métrologie (META). Ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que nous ciblons directement le comportement des usagers de la route. Nous avons également un haut degré d'automatisation qui est possible. Alors, ce qui me semble vraiment, c'est très important de cibler le comportement des usagers. Après, les appareils de mesure, on les connaît du domaine de la vitesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un haut degré d'automatisation et des longues durées d'utilisation qui sont possibles. Donc, ça va avoir un impact important sur le site lui-même. Et si on peut menacer avec une amende, tout le traitement est relativement simple, étant donné que nous avons un faible coût en cas d'infraction, avec une amende d'ordre possible jusqu'à 300 francs, et la responsabilité du détenteur du véhicule. Bien sûr qu'il y a des aspects critiques par rapport à ces appareils de mesure. Les emplacements de ces radars sonores sont rapidement connus et il y a bien sûr un risque de sabotage des radars. Je pense que les radars sonores sont plus faciles à utiliser
dans les villes plutôt qu'en campagne, justement à cause de ces problèmes de sabotage. En revanche, le problème, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'intercepter directement le conducteur ou la conductrice. Donc la difficulté également d'avoir un contrôle de la capacité à conduire de la personne au volant et l'état du véhicule. Et suivant comment, s'il n'y a pas d'infraction, il peut être difficile et coûteux de trouver quel est le responsable du véhicule. Voilà, j'espère avoir pu expliquer là un peu la perspective de la police et je me réjouis de répondre à vos questions. Un grand merci, Michael Schibler, pour cette présentation. Je crois qu'on a 36 questions qui nous ont été adressées. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Nous avons mis en place un petit vote, enfin une enquête à vous proposer. Je crois que vous la voyez également à l'écran. Est-ce que vous êtes en faveur d'une mise en place de radars sonores en Suisse? Oui, non ou je ne sais pas. Vous avez le choix entre ces trois réponses. Et en fin du webinaire, nous pourrons voir les résultats. Venons-en aux questions. Nous avons eu beaucoup de questions sur les radars sonores par rapport également aux valeurs seuil. Pourquoi est-ce qu'on a choisi une valeur seuil de 77 ou de 80 décibels? Quelle est la situation dans les autres villes? Quelles valeurs seuil ont été fixées là? Et à quelle distance est-ce que ces 80 décibels sont mesurés? Ces valeurs seuil, ont été sélectionnées pour avoir un grand nombre de données, pour avoir de nombreuses données pour notre étude. Et nous savions que l'appareil ne pouvait pas mesurer plus de 200 mesures par 24 heures. L'EMPA a un rapport que vous pourrez trouver sur notre site internet et l'EMPA recommande une valeur seuil de 82 décibels. Par rapport aux autres villes, nous savons qu'il y a un arrêté en France et là, il y a une valeur seuil de 85 décibels qui a été mise en place, mais uniquement pour les motos et les véhicules individuels. Ensuite, j'aimerais juste mentionner, il y a ces mesures contre le bruit routier et les mesures contre le bruit du moteur. Or, à partir d'une certaine vitesse, c'est le bruit de roulement également qui est très important. Or, il faut prendre des valeurs à la source, mais on a déjà vu et prouvé que la réduction à 30 km/h de la limitation aide également à réduire le bruit. Donc c'est une mesure qui combine aussi bien le bruit du moteur que le bruit de roulement. On a mesuré à Genève des valeurs de 110 décibels pour un véhicule. Et après, par rapport à la distance, on a pris la norme européenne de 7,5 mètres.
Merci beaucoup pour ces réponses. Monsieur Schibler, on a une question. Est-ce que au niveau des autorisations des véhicules, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à ce niveau-là et ne pas autoriser les véhicules trop bruyants? C'est un aspect central. Par rapport à l'autorisation, nous devons suivre les normes de l'Union européenne. Or, à mon avis, il y a eu en Allemagne un certain lobby qui a intervenu, mais j'ose être optimiste pour l'année prochaine, mais bien sûr, ça va durer un certain temps jusqu'à ce qu'on ait un résultat perceptible sur les routes par rapport à ce renforcement de la loi pour l'autorisation des véhicules. Qu'en est-il de la protection des données et est-ce que on peut vraiment voir ces euh, plaques d'immatriculation sur les motos? Au niveau de la protection des données, tout est complètement sécurisé. Les données du radar sonore sont cryptées et elles sont envoyées sur un serveur hosté en Suisse de manière cryptée. Et normalement pour les motos, la plaque de derrière suffit. Et dans la plupart des cas, il n'y a aucune difficulté à lire la plaque d'immatriculation. Et cet appareil est le prototype 1 et actuellement, ils sont en train de mettre en place l'homologation du prototype 2 qui est également muni d'une caméra infrarouge, si bien que ça sera plus facilement lisible également de nuit. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons des questions par rapport à des zones tranquilles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut être protégé du bruit? Moi, je pense notamment à ma promenade dans un parc national où j'ai entendu sans arrêt des motards. Même en pleine nature, on n'est pas forcément au calme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment créer des îlots de calme? Je pense que c'est une combinaison des différentes mesures. Le premier point, c'est la sensibilisation. C'est probablement le point central. Et après, il faut, au niveau de l'homologation, comme on l'a dit tout à l'heure, les valeurs seuil sont en train de baisser. Mais on doit continuer à travailler sur ce sujet. Et finalement, aux endroits critiques, c'est important d'avoir ce type de radar sonore pour voir comment est-ce qu'on peut peut-être également élargir la loi pour pouvoir introduire des sanctions, car à l'état actuel de la législation, ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, c'est un point important, le point législatif. La politique doit réagir. Il faut des nouvelles lois. Monsieur Schibler l'a mentionné tout à l'heure. Il faut en effet de nouvelles lois, définir par exemple une valeur seuil. Il faut une homologation des différents appareils. Il faut pour cela des conditions cadres. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement au niveau politique. Sophie Heun, tu peux peut-être nous dire ce qui nous attend au cours des prochains mois.
Oui, donc cette étude a été effectuée dans le cadre d'une motion dont le but est de sanctionner davantage les véhicules trop bruyants et les pics de bruit. Donc, il y a eu une consultation qui a été effectuée l'année dernière et les résultats de cette consultation vont être proposés. Et dans le cadre des radars sonores, nous allons devoir faire des tests dans d'autres emplacements. Nous avions une situation complexe, une situation urbaine. Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats parce que ça a montré que c'est satisfaisant, que ça fonctionne. Mais on veut maintenant tester les radars sonores également en montagne, par exemple, dans les routes de montagne, pour contrôler et voir si l'appareil fonctionne également dans ce type de contexte. Oui, c'est un point important, en effet, qui a été mentionné dans les questions, dans les remarques, notamment les cols, les personnes qui vivent sur une route d'un col. Qu'est-ce qu'on peut faire? Michael Scholz, il y a quelqu'un qui nous écrit de Forêt-Noire, qui a écrit dans le chat. Ces radars pédagogiques ont été également utilisés, mais bien sûr qu'il y a toujours des personnes qui font exprès de faire beaucoup de bruit pour voir jusqu'à quelle limite leur véhicule arrive. Mais donc en forêt noire, il n'y a pas l'indication des décibels, mais juste un smiley vert ou rouge, comme on le connaît également, suivant comment, des radars de vitesse. Par rapport aux radars sonores, la Ligue contre le bruit continue à essayer de faire avancer ce thème. En 2021, nous avions lancé une pétition qui a récolté près de 20 000 signatures et sur la base de cette pétition et différentes propositions au Parlement, il y a eu justement différents projets, comme le projet pilote à Genève, qui ont été effectués. Il y a également un paquet de mesures supplémentaires, bruit des moteurs, qui est actuellement, je crois que c'est un dossier qui est soit déjà chez le conseiller, chez le Conseil fédéral ou à l'administration. Il y a également l'Office fédéral des routes qui joue un rôle important, main dans la main avec l'Office fédéral de l'environnement. L'OFRU et l'OFEV ont travaillé main dans la main pour mettre en place ce paquet de mesures dont fait partie les radars sonores. Donc au cours des prochains mois, probablement vers la fin de l'automne, début de l'hiver, vous aurez, on entendra de nouveau parler de ça. Et au cas où la politique décide une fois de plus de rester spectateur plutôt que d'être active, nous serons à nouveau présents, éventuellement par le biais d'une initiative, dans quel cas nous serons dépendants de votre soutien. C'est pourquoi j'aimerais revenir à ce que j'ai dit au début et lancer un appel à vous tous et toutes d'adhérer à la Ligue suisse contre le bruit. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà membres chez nous et qui nous soutiennent. Nous faisons régulièrement des webinaires dont vous allez retrouver un enregistrement sur notre site internet. Nous allons vous envoyer un email avec le lien correspondant. Un grand merci à nos trois intervenants et intervenantes. Sophie Heun,
de l'OFEV, Michael Schibler de la police cantonale de d'Argovie et Jean-Marc Wunderli de l'EMPA. Nous arrivons avec un peu de retard à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez eu un échange intéressant aujourd'hui et je me réjouis de vous revoir très bientôt. Au revoir et à très bientôt.